notre grand rendez-vous de la mi-journée, mu par le désir de vous servir et de vous faire plaisir. Wow. Nous sommes à nos postes, car c'est midi, c'est... Ouais. C'est midi, c'est maintenant. Il est à son poste, Jean-Michel Honin, que je vous demande d'applaudir très, très, très fort. Avec lui, on parlera cinéma, Jean-Michel. Tout à fait. Ouais. Sur le programme aujourd'hui, nous sommes allés dans les coulisses d'une production qui se tourne actuellement à Abidjan. C'est une série ivoirienne très inspirante, avec mon sympathique cadreur Koné Aruna, que j'embrasse très fort. Et puis derrière, il y a deux autres informations. Pourquoi ce sourire? Il a de la chance, ce dernier. Et derrière, deux autres informations, à savoir la grande première d'un film qui s'appelle Aventura, qui va débarquer au cinéma, et une spéciale... proposé par les cinémas Majestic, c'est le grand marathon Harry Potter. Merci beaucoup Jean-Michel. Et le grand acteur, comédien et enseignant qui nous fait encore l'honneur d'être avec nous sur le plateau de ce midi, c'est Bienvenue les bas. Bonjour doyen. Bonjour Caro. Tout va bien. Ça va bien. Vous rajeunissez de jour en jour. Mais avec vous, on ne peut pas faire autrement. Je ne peux que rajeunir. En tout cas, merci d'être là. Alors, la générale des affairés, Alissa Zena, est à son poste. On va dire des potins croustillants encore une fois aujourd'hui. Merci pour le nom déjà. Vraiment, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va braiser comme la semaine dernière, mais cette fois-ci, ça sera mieux. Ceux qui ont l'intention de sortir, là, il faut rester à la maison. Mais tout ce qu'il faut savoir à Abidjan ici, là, c'est sur feuille, ça. Là. Donc, à tout à l'heure pour les vrais braisages. Bisous, là. Merci. Alissa Zena. Et pendant ce temps, il se prend en photo, docteur Philo. Ouais, merci, Garo. Et puis, quand tu es bien habillé, tu ne peux pas t'empêcher. Aussi bien habillé, ouais. Est-ce que les lunettes comme ça, là, on gagne ça deux fois à l'Abidjan, là. Oh, vous souriez derrière, là. Ne gâtez pas mon temps. Mais regarde, je vais super bien. En fait, tout ce que je vais dire, Jean-Michel a déjà tout dit à ma place. D'accord. Je peux dire seulement que ce midi, c'est maintenant. C'est bon. Oh, ça continue. La corde vocale maintenant. Wow. Ça peut durer, l'émission c'est 52 minutes, ça peut durer 2 heures de temps, journal de 13 heures, ça peut durer. Ouais, mais j'ai une corde vocale vraiment, je sais pas comment faire. Une seule corde. Illimité. Vous avez une seule corde? Plusieurs. D'accord. Mais pour ce midi, c'est ça qu'elle est là. Je suis à la maison, c'est oui, Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler aujourd'hui de voix. Et dans notre thème, nous avons utilisé deux homophones, c'est-à-dire deux mots qui ont le même son, mais qui ne signifient pas, qui n'ont pas le même sens. Voilà, donc je vous fais lecture tout de suite du thème du jour. La perte de ma voix m'a fait retrouver ma voix. Entendez par ma voix, le deuxième voix, là, c'est la vocation. Notre invité témoin du jour se nomme Geneviève Brou. Avant de la recevoir, écoutons donc la voix d'Ange Gobo. Originaire de Sénémafia, première femme à avoir eu le BTS en maintenance, Geneviève Brou a été enseignante dans une école française de la place. En 2012, elle abandonne l'informatique pour se consacrer totalement à la chanson. Mais au moment où elle se décide de chanter pour Dieu, elle perd la voix. Comment Geneviève a-t-elle géré ce handicap? Découvrons maintenant le mystère qui se cache derrière. Et voilà. Geneviève Brou, née Chao, voilà. C'est comme ça que ça se prononce. Eh bien, nous allons la recevoir avec, bien sûr, votre participation et votre collaboration. Geneviève Brou, notre invitée témoin du jour, que je vous demande d'applaudir.
Elle vous embrasse. Installez-vous. Voilà, Geneviève Brou est donc sur notre plateau. Si vous avez bien suivi l'élément, il a été dit qu'elle est chantre depuis quelques années. Eh bien, nous allons recevoir son histoire dans quelques petits instants. Mais avant, j'aimerais bien vous interroger. Alors, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Notre micro-studio. Jean-Michel sera donc... je ne dirais pas l'hôtesse du jour, mais plutôt l'hôte, le steward du jour. Voilà, voilà, d'accord. Allez-y. Vous voulez commencer à gauche ou à droite? J'aurais préféré commencer par le fan club. Okay. J'aime vos tenues. Volontiers. Vous avez décidé de faire fort durant cette saison. Vous êtes très bien habillés. C'est harmonieux. Vous pouvez vous applaudir. Alors, la question est la suivante. Avez-vous déjà vécu une épreuve qui aurait changé votre vie? Alors, qui d'entre vous veut réagir? Si vous pensez être trop jeune pour répondre à cette question, je peux vous dire que non. Au sein du fan club, une réaction, d'accord. Bonjour. Merci de vous mettre sur pied, vous présenter. Bonjour Caro, bonjour messieurs. Oui, mesdames. on vous reçoit. Je suis Akaïbe Etienne. Alors, l'épreuve qui... Aujourd'hui, que je voudrais partager avec vous, c'est une épreuve que j'ai vécue depuis l'école. D'accord. Il faut dire qu'il y a une année où j'avais échoué au bac et mon père a décidé que j'aille forcément à l'école parce que aussi, souvent, je ne faisais pas de l'école une priorité. D'accord. Alors, mon père est allé m'inscrire dans une école pratiquement à 2 km de la ville. C'était une école des professeurs. Il a décidé que j'aille à cette école-là où les professeurs allaient bien me suivre. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, puisque vous changez d'établissement, vous n'étiez pas au départ un étudiant, un élève consciencieux. Justement. Est-ce que là, ça change? Ça change parce qu'il allait le faire sans mon avis. Et à 2 semaines de cela, je ne partais pas à l'école. Maintenant, c'est les professeurs eux-mêmes qui me disaient, tu ne vas pas à l'école, tu as décidé de ne pas aller à l'école. Si tu ne peux plus aller à l'école, alors je ne cause plus avec toi parce qu'il faut dire que j'étais aussi dans une radio et ça faisait de moi un homme public. D'accord. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que mon père voudrait vraiment que je réussisse et il a mis l'éducateur, M. Kekeo Apollinaire, en ce temps, comme mon surveillant. Et j'étais très, très assidu et avec les professeurs, ils ont beaucoup suivi aussi mon évolution à l'école, donc je n'avais pas intérêt à m'absenter. Et aujourd'hui? Et ça fait de moi aujourd'hui un étudiant consciencieux. Je suis un master de gestion. Bah, c'est très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait réagir ici? Quelqu'un d'autre, une vraie épreuve, hein, difficile à tenir. Voilà. Allez-y. Une épreuve plus douloureuse que l'échec au bac. C'est une honte, hein, parfois. C'est quand même douloureux, l'échec au bac, pour ceux qui sont passés par là. Voilà, bonjour, une fois de plus encore, K.O. Oui, bonjour. Et à toute l'équipe de ce midi. Voilà, je me nomme l'Oignon Ange Patrick. Voilà, l'épreuve effectivement que j'ai vécue, qui a bouleversé effectivement positivement ma vie, c'était lors de la préparation de ma soutenance au niveau du master en philosophie. Et la veille, j'ai égaré ma clé. Or, tout était effectivement sur le support. Laquelle la clé USB ou la clé de la voiture ou la clé de la maison? USB, voilà. La clé USB sur laquelle effectivement il y avait tout le travail. Qu'est-ce que je fais en cet instant précis? Où vais-je retrouver effectivement tout ça? Pourtant, je devais soutenir. Et rien n'est difficile qu'un travail à refaire. Voilà. Ouais. Tout ce travail effectivement qui avait été fait et je ne savais pas à quel sein me vouer. Et comme ça, heureusement, je dirais bien heureusement, j'avais déposé un autre travail. Je suis un enseignant. Donc, rapidement, je l'ai appelé. Pourtant, quand on dépose des travaux, c'est très difficile de récupérer après. Donc, je suis allé effectivement récupérer le travail, essayer de me remettre rapidement au travail pour avoir également le support. Et ça m'a permis, effectivement, d'avoir, je dirais, ce que je souhaitais. Et en fin de compte, j'ai pu soutenir. Et à partir de cette soutenance, il faut le dire, beaucoup de voies, beaucoup de portes m'ont été effectivement ouvertes. D'accord. Merci beaucoup.
On vous l'accorde. On vous l'accorde tout de même. En tout cas, merci pour vos interventions. C'était la journée des étudiants. Et tout de suite, la journée des étudiants. Tout de suite, nous allons retrouver Dr Philo. Je rappelle donc le thème, la perte de ma voix m'a fait crever ma voix. C'est parti. C'est mon avis avec Dr Philo. Merci beaucoup. Écoutez, c'est vrai que les étudiants ont eu droit à la parole. Jean-Michel parlait de la journée des étudiants. Profitez pour faire un clin d'œil à tous ceux qui ont obtenu le BTS hier. C'était les résultats hier. Oui. Il faut mentionner tous ceux qui... Voilà. Mais aussi... Et Dr Philo, pour t'emboîter le pas, l'invité témoin qu'on a reçu hier, juriste et danseuse, juste à la fin de l'émission, elle est venue me voir, elle dit « Caro, j'ai une de mes filles qui vient d'obtenir le BTS, c'est-à-dire une danseuse aussi, qui venait à peine d'avoir ses résultats. » Voilà, donc on peut l'applaudir tout de même. Félicitations à elle. Et puis, n'oublions pas ceux qui n'ont pas obtenu le BTS aussi, hein, il faut leur faire un clin d'œil. Je ne sais pas s'il faut la... Est-ce qu'on peut les appeler vauriens ou bien quoi? C'est une épreuve. C'est pas des vauriens, mais c'est une épreuve qui doit leur permettre de travailler davantage. C'est une épreuve dont la vie, c'est comme ça, en fait. Donc, ça ne doit pas vous empêcher de continuer les épreuves. Moi, je dis, quand on dit la perte, Pour abonder dans votre sens, j'ai lu quelque part que l'échec est une répétition pour réussir. Tout à fait. Alors, si ça peut vous encourager, force à vous. N'est-ce pas? Et puis, ce sujet est très philosophique. La perte de ma voix m'a permis de retrouver ma voix. C'est très philosophique. Normalement, on doit traiter ce sujet en 4 heures. Mais le fait même de le traiter même en moins de 3 minutes. Non, je vais faire violence sur moi pour expliquer le sujet en moins de 3 minutes. Ça aussi, c'est une épreuve de la vie. Voilà, c'est ces épreuves-là que j'utilise chaque fois. Donc, je vous dis que dans la vie, c'est toute chose. Dieu, il met l'homme à l'épreuve chaque fois. Mais il faut savoir surmonter ces épreuves-là. C'est comme l'amour. On dit l'amour n'a pas d'épreuve que lorsque elle n'est pas mise à l'épreuve. C'est moi qui dis que quelqu'un va te dire je t'aime. Tu dis à ton mari, qu'est-ce que tu m'aimes? Mais il faut rester dans le foyer. Un jour, il va te montrer qu'il t'aime. Il faut savoir. Donc, c'est la même chose. Et c'est un texte. Voilà. Il n'y a pas de conseiller. On va te dire, tu as échoué, voilà, ça, courage à toi. Mon frère, toi-même là, tu dois prendre conscience, tu dois accepter les aléas de ton existence. Tu dois dire que dans la vie où je suis là, mon frère, il y a des trucs là-bas, à tous les coups, je vais tomber. Mais comment est-ce que je vais pouvoir me relever? C'est tout. Sinon, tu vas dire courage. BTS, il y en a qui sont en train de dire courage. Depuis, il pleure. Mon neveu me l'a la maison. Courage, matin, là, il a très pleuré. Mais tant que lui-même n'a pas accepté cet échec-là, il ne pourra pas avancer. Moi, je dis que c'est simple. C'est notre quotidien. Il faut que quelque chose dit dans la vie, là. Si rien ne t'arrive, tu ne peux rien connaître. Si rien ne t'arrive là, tu ne peux rien connaître. Et cette expérience-là, et puis surtout Dieu, quand il frappe fort, c'est ceux souvent qui ne font rien, qui ne vont pas à la mosquée ni à l'église, qui sont à la maison. C'est quand il y a un problème qui est chaud sur eux là, tu les vas demander dans les temples là. Et quand souvent Dieu te fait descendre encore plus pour te tester. Et quand il te teste, voilà. Donc, pour vous dire simplement que... Merci. Voilà, c'est pour vous dire qu'il faut toujours passer par ces étapes-là. Le problème, c'est que ces épreuves-là vous permettent de vous connaître vous-même. C'est très philosophique, Caro. Bien évidemment, vraiment, merci beaucoup. Oui, vous pouvez le développer en 4 heures. Merci infiniment, Dr Philo. Voilà, je rappelle que nous recevons aujourd'hui Geneviève Brou, qui est une chanteuse de renom, et son témoignage nous intéresse. Alors, Geneviève Brou a eu une enfance normale, il faut le dire, mais les choses vont se gâter à son adolescence. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu votre adolescence? Bon, on va dire qu'à l'adolescence, mes parents ont déménagé puisque mon père était instituteur, donc on était plus à l'intérieur du pays. Et j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e, j'étais chez les religieuses. Et puis voilà qu'on m'emmène à Abidjan, à Cocody en plus. À Cocody, en notre temps, à Cocody, c'était vraiment Cocody. Tout à fait. Et donc je vais me retrouver avec des amis, une bande d'amis. Et comme je faisais du taekwondo, donc avec des punchs, on était dans le quartier, on va dire on embrouillait un peu les autres. Et ça n'a rien à voir avec la Geneviève d'aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec la Geneviève d'aujourd'hui. Pour la petite histoire, un jour, j'étais à l'aéroport de Paris et puis voilà quelqu'un qui me salue, qui me dit « Tu me reconnais ?» Je lui ai dit non, il dit « Mais tu me frappais à l'école. » Je lui ai dit « Non, mais j'ai changé, je ne suis plus la même. » Mais justement, qu'est-ce qui a suscité ce changement-là? Je veux dire, vous avez vécu votre crise d'adolescence. Ce n'est pas un cas isolé, hein. C'était peut-être difficile. Vous avez rendu la vie dure à vos parents parce que vous étiez tout le temps dehors, vous étiez bagarreuse. Le changement, comment est-ce qu'il intervient? On va dire que le changement intervient à un moment où j'ai perdu des amis. Hein. J'ai perdu des amis dans
dans cet environnement, voilà, dans cet enfant, j'ai perdu des amis. Mais le changement va arriver à un moment où je dois justement passer le BTS et je me sens dépressive. Je sens que quelque chose me manque. D'abord, je sens que j'ai besoin de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais ça ne s'opère pas sur le champ. Ça ne s'opère pas sur le champ. Bon, on me pousse à prier. Je dis, bon, je vais faire juste plaisir, entre guillemets, entrer juste à l'église pour faire plaisir. Mais c'est là-bas que le changement va s'opérer. Et comment? Le changement va s'opérer au cours d'une retraite. C'est vrai que je chantais, je suis entrée à l'église, je chantais, mais c'était du bout des lèvres. Et voilà qu'on va m'offrir un ticket pour aller à une retraite. Je vais à la retraite. Mais j'avoue que je suis allée comme ça. Pas vraiment parce que je voulais y aller. Mais c'est là-bas que ça va se opérer parce que je suivais tout ce qui se passait. Et moi, en tant que jeune fille, j'avais ma vie à moi. Et j'aimais la vie. Et on va dire que j'ai travaillé très tôt, donc j'avais ma maison, j'étais très autonome. Et donc, je vais me poser une question intérieure. Je me suis dit, mais est-ce qu'une jeune fille comme moi peut avoir une vie correcte? Bon, parce que vie correcte, pourquoi on m'emmène dans ce lieu? C'est parce qu'on a vraiment... Je me dis, tout le monde aspire à ce que ma vie change. Est-ce que je peux avoir une vie correcte? Mais je me suis posé la question intérieurement. Et puis, je retourne dans la salle le lendemain. La question que je me suis posée intérieurement est dévoilée. Est dévoilée. Et c'est là que tout va changer. C'est là que je vais me rendre compte qu'en fait, je vivais, j'étais dans l'insouciance, mais il y a quelqu'un qui me connaissait. Il y a quelqu'un qui prenait soin de moi. Il y a quelqu'un qui veillait sur moi. Alors, je me suis dit, non, attention, il faut que je change. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. La délivrance s'est opérée. La délivrance s'est opérée. Elle a été vraiment totale en 1997. Et là, vous nous avez dit que vous chantiez. Oui. Il paraît que vous aviez une voix très limpide, appréciée de tous. Oui, oui, oui. J'avais une voix très limpide, je t'avoue, appréciée de tous. Donc, quand je devais chanter intérieurement, j'étais... comme on va dire, il y avait l'orgueil, parce que je savais que c'était moi et que tout le monde me suivait. C'était la star, quoi. C'était la star. Ah non, celle-là. Non, mais quand elle chante, non, mais sa voix est limpide et tout ça. Et voilà que, paf, un matin, je me lève, je commence à avoir une instinction de la voix. Tout doucement, et puis je commence à avoir du mal à parler. Et comment vous avez vécu ça? Je veux dire, pour quelqu'un qui était déjà au devant de la scène, apprécié pour son talent, pour son don. D'abord, vous étiez enseignante. Oui, vous étiez enseignante et vous chantiez aussi. Donc, vous étiez dans la chorale. Donc, vous utilisiez la voix dans l'exercice de vos deux fonctions. Alors, vous la perdez, cette voix-là. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? On va dire, côté chorale, c'était pour moi comme une humiliation. C'est vrai que je ne le présentais pas aux autres, mais intérieurement, je me sentais humiliée. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne va plus me voir. Parce que vous savez, quand vous êtes vu par tout le monde, qu'à un moment donné, on ne doit plus vous voir sur la scène, c'est très difficile. Ah, la gloire. Donc je me suis dit intérieurement, je me suis dit, mais on ne parlera plus de moi. Parce que là, je ne pouvais plus intervenir. Au niveau de l'école, vu que j'étais dans une école française de la place, donc le directeur avait fait un papier qu'on avait juste mis sur ma salle parce que j'enseignais, je formais les enfants à l'informatique. On avait essayé d'expliquer aux enfants, voilà, Geneviève ne peut plus parler correctement, donc ça sera par des signes. C'est pas grave. C'était à quel degré? Ah oui, c'était très fort, parce que quand je parlais, est-ce que vous étiez carrément aphone ou on vous entendait à peine? Mais on m'entendait à peine. Mais vous parliez d'une extinction progressive de la voix. Est-ce que c'était sans raison particulière ou bien vous avez été vous faire consulter? Vous saviez, d'après les médecins, la source de... Non, justement, je l'ai vécu, ça a été brutal. Oui, mais progressif. Vous avez parlé d'une progressif, quand je dis progressif, donc vous avez eu le temps. C'est allé certainement très vite. Ça allait très vite. Quand je suis allée à l'hôpital, les médecins n'ont pas trouvé. Ils ne savaient pas ce que j'avais. Personne ne savait ce que j'avais. J'ai même fait une échographie. Qu'est-ce que vous avez bu la veille? Pour vous qui aimez la vie ce jour. Violente question. Qu'est-ce que vous avez bu la veille? Non, c'est vrai que j'aimais la vie. On va dire, j'aimais danser. J'aimais beaucoup danser. Et j'aimais être heureuse. Je trouvais que
être de l'autre côté, on va dire, à l'église, c'était s'enfermer, quand même. Hein. Donc, moi, j'aimais bien... c'est là-bas qu'il y a la vraie vie. Hein. Oui, c'est là-bas, mais il faut faire l'expérience pour savoir, ça. en fait. Donc, moi, juste après la chorale, bon, on va dire, on finit... Mais la veille, ce jour-là, la veille. La veille, non, je sais Il insiste, peux pas hein. te dire ce que j'ai pris. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est une épreuve. Et comme Dr Philo l'a dit, à un moment donné, tu as besoin d'être brisé dans ton orgueil, tu as besoin d'être brisé, fragilisé, pour comprendre que ce que tu as ne vient pas de toi. Mais au départ, je veux dire, quand c'est survenu, vous ne le preniez pas de la sorte, parce qu'il y avait la honte. Ah non, il y avait la honte, il y avait la honte. Vous vous sentiez humilié, je me sentais... comment les autres vont me regarder. Parce que là, maintenant, j'étais derrière, je j'étais plus devant. La star. Là, maintenant, je surveillais les sacs des autres. Là. Quand ils chantaient, moi, j'étais à côté des sacs. Je surveillais, j'étais plus devant. J'étais derrière. Ah, ça, c'est un gros enseignement. Oui, c'était difficile. Et je me suis dit, mais comment m'exprimer si je n'arrive plus à parler correctement? Alors, j'ai commencé maintenant à m'éduquer, à m'exprimer à l'intérieur. Au fond de moi. Pendant que les autres chantaient, moi, c'était au fond de mon cœur que je m'exprimais. Même si on ne vous attendait pas? Même si on ne m'entendait pas. Chanter à l'intérieur? Oui, c'est possible. C'est possible. On veut, je veux dire, il y a certainement beaucoup de personnes qui nous regardent et qui se posent la question. Je m'exprimais à l'intérieur de moi. D'aucuns diraient que tout le monde s'exprime à l'intérieur de soi. Mais quand vous le dites, vous faites allusion à quoi exactement? Qu'est-ce que vous développiez à l'intérieur de vous? En fait, à l'intérieur de moi, quand cette situation, je vais dire, d'humiliation, mais intérieure, s'est passée, j'ai compris qu'en fait, d'abord, j'étais très orgueilleuse. J'ai compris cela. J'ai compris que j'étais très orgueilleuse. Et j'ai compris qu'en fait, j'aimais trop me faire voir. Mais ça, vous savez, quand c'est comme ça, on ne le dit pas aux autres. Mais ça se passe à l'intérieur de nous. C'est comme un bilan, c'est comme une lecture qu'on fait de soi-même. On se dit, mais attends, comment j'ai pu arriver à ce stade alors que j'étais promise pour une belle carrière, alors que des gens venaient simplement à l'église, il y a des gens qui venaient à l'église juste pour m'écouter. Et voilà qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai commencé pas à accuser les autres et je me dis, mais ça m'a formé. Ça fait que quand il y a une situation dans ma vie, je me dis, mais qu'est-ce que moi j'ai posé d'abord comme acte pour vivre cela avant d'accuser les autres? Donc ça creusait en moi et ça a permis une intimité vraie avec Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'expression, j'allais dire l'expression mélodieuse de tous les sentiments qui se bousculaient en vous, qui a fini par sortir un jour et donner la voix que nous avons. C'est ça. Alors, très rapidement, pour aller dans le sens du doyen, vous retrouvez la voix combien de temps après? Et est-ce que vous la retrouvez dans le même état? Non, justement. On va dire 4 à 5 mois après, je retrouve la voix, mais pas dans le même état. Et à quel prix surtout? Est-ce qu'il y a eu cette poursuite, de cette recherche de solutions? Il y a eu une quête? Vous avez tenté des médications ou d'autres moyens pour y arriver? Non, puis vu que les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, donc ils ne pouvaient pas me traiter. Et je me suis dit, la seule solution, c'est de m'abandonner. C'est de m'abandonner et de marcher. Plus clairement, ça voudrait dire quoi? De m'abandonner au Seigneur, parce que j'ai compris, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai compris que j'étais orgueilleuse. Parce qu'on me voyait maintenant dans la chorale. J'ai compris aussi que je voulais être vue aussi, parce qu'on a toujours envie de... même si on prend quelqu'un d'autre pour chanter intérieurement, tu te dis, ah, mais moi, j'aurais pu prendre ce cantique, pourquoi est-ce qu'on choisit? Donc, quand il t'arrête dans ce que tu fais et que tu te retrouves derrière, pas que tu n'as plus de voix. Donc là, tu ne peux pas chanter. Donc, ça permet aux autres aussi d'être révélés. Ça permet aussi... mais c'est comme ça. Mais c'est ça, c'est la vie. Voilà. Et donc, quand je... Il y a tellement d'enseignements dans cette épreuve ça permet que vous êtes aussi en train de décrire, ça permet aux autres d'être révélés. Et quand je retrouve la voix, on va dire vraiment, ça a été un coup de grâce. Un coup de grâce. Je n'espérais plus retrouver la voix. Mais quand je l'ai retrouvée, c'est comme celle que vous entendez maintenant. C'est-à-dire qu'elle est venue cassée. Je dis, mais attends, si la voix revient, elle est cassée, je suis foutue. Mais qui va vouloir écouter cette voix-là? Et la honte s'est amplifiée. Alors là, la honte s'est amplifiée. Je dis, mais
Quand on me dit, tu vas prendre tel cantique, je dis non. Je ne suis pas prête, je pense que je ne connais pas bien les couplets. Excusez-moi, hein, c'est vrai que l'épreuve vous a permis quand même de développer certaines facultés, mais le changement, il n'était pas total. Non, parce que la réaction normale, c'est que quand la voix revient, déjà on commence à remercier celui qui a permis que la voix revienne. Ça, je l'ai fait. Mais là, en tant qu'être humain, ingrat que nous sommes, voilà. On se dit, mais pourquoi ma voix est revenue comme ça? Voilà. C'est pas ma voix d'avant qui est là. Quand la voix est revenue, on va dire j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est vraiment une grâce de retrouver la voix, de pouvoir même mieux s'exprimer, de pouvoir travailler avec les enfants, de pouvoir chanter. Mais chanter comme si ce n'est plus la même chose. Parce qu'on lutte tous les jours, hein, quand bien même on a tout ce qu'on veut, on lutte pour pouvoir, je veux dire, être meilleur. Hein. On se dit, je dois être meilleur. Et quand ça revient, et que ça ne revient pas comme c'était avant, on se dit, ah, c'est vrai, je t'ai béni, mais ce que j'ai là, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que tu t'es pas trompé? Là, vraiment, c'est encore une souffrance parce que je dois affronter le regard des gens. Parce que ces personnes qui t'écoutaient avant, qui te disaient, ah, mais tu avais une belle voix. À la fin, tu as une belle voix. Ces personnes seront là, puis tu arrives, tu vas... Alors, dites-nous tout. Lorsque vous avez le courage d'affronter donc votre public, vous vous remettez devant la scène, que vous commencez à chanter, qu'est-ce que cela produit? C'est-à-dire, des gens se sont mis à pleurer. Parce que, comme j'ai dit, le fait de développer cette intimité intérieure va me pousser, quand la voix est revenue, j'ai dit, mais c'est vrai qu'elle n'est plus revenue comme elle était. Mais j'ai vécu quelque chose, j'ai souffert, j'attendais un miracle. Et voilà que c'est venu. Donc moi, dans cette voix-là, dans ce que je veux exprimer, je dois exprimer toute ma vie. Je dois exprimer tout ce que je ressens. Donc du coup, je ne chantais plus par rapport aux gens qui m'écoutaient, mais je chantais par rapport à ce que moi, je vivais comme intimité avec Dieu. Oh là là. C'est encore mieux parce que j'ai comme l'impression que votre voix votre belle voix, est devenue une voix gracieuse qui véhicule maintenant des émotions. Alors qu'avant, c'était juste la mélodie. Voilà. Donc c'est... Elle était peut-être belle, mais très superficielle. C'est ça. Donc maintenant, elle est plus profonde. Tout à fait. Et elle est plus, j'allais dire, contagieuse. C'est-à-dire qu'elle envoie une émotion. Cette émotion atteint les cibles. C'est ça. C'est un peu ça. Vous savez chanter? Ou vous avez chanté par le passé? Parce que vous êtes J'ai chanté dans une chorale. Ah, d'accord. J'ai chanté pendant 20 ans. Wow. Dans une chorale. Rassurez-vous. J'ai chanté la basse. D'accord. La basse. C'était ceux qui sont derrière là. Ceux qui ne maîtrisent pas trop le texte. Tout ça, c'est pour me dire non. Caroline ne me fait pas chanter sur le plateau. Si tu... Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. D'accord, on le remettra. Moi, j'ai ma propre expérience. Je vais d'aller demander à notre invité, est-ce que la voix d'aujourd'hui, par rapport à, si on veut mettre les deux voix dans la balance, qu'est-ce que vous préférez? Parce que moi, je suis beaucoup inquiet. Je vis avec une femme. Pourquoi je pose cette question? Parce que chaque fois, parce que vous, c'était un exercice interne qui était là. Ça veut dire que vous chantiez à l'intérieur et Dieu a fait surtout tout ça au Dieu. Et moi, ma femme aujourd'hui, chaque fois quand il dit un truc, je me dis, le jour où tout ça là va sortir là, c'est quoi? Est-ce que, je vais voir en fonction de la réponse à votre question, dès que tout est qui est dans son ventre, lui, ça va exploser. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Moi, docteur Philo, moi, en tout cas, je t'avoue que je préfère celle que j'ai maintenant. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi je préfère la voix que j'ai maintenant? Parce qu'elle montre toute ma fragilité. Elle me montre que je ne peux rien. Elle me montre qu'il y a quelqu'un qui fait tout à ma place. Une voix de grâce. C'est pas vous-même qui chantez alors? Non, je chante, mais j'exprime, moi quand je chante, j'exprime tout ce que je vis, même mes réalités. Oui, mes réalités, parce que c'est pas seulement la voix qui est partie. Même le jour où vous n'avez pas mangé à la maison, vous le micro, je n'ai pas mangé à la maison. Non. Merci beaucoup. Docteur Philo, eh bien, vous avez parlé de réalité. Oui. Nous aussi, au sein de la RTI, au sein de la télévision, nous avons d'autres réalités. On ne peut pas faire de télévision sans pub. C'est pourquoi je vous invite tout de suite à la pub.
Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Juste avant la pub, nous échangions avec Geneviève Brou, chantre de son état, eh bien, qui avait auparavant une voix limpide. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, elle a été frappée par une extinction de la voix, qui plus tard, cette voix va se transformer et lui permettre de retrouver, sinon de trouver sa vocation. Geneviève Brou est avec nous. Les réactions du public nous intéressent. Dans quelques petits instants, nous allons recevoir donc notre Paulus qui s'apprête. Alors Geneviève, nous poursuivons notre entretien. Donc pour dire que entre-temps, vous vous êtes mariée, vous avez rencontré un monsieur. Les problèmes de santé vont-ils continuer ou s'arrêter? Les problèmes vont continuer, c'est-à-dire que je me suis mariée en 2006. Et quand on se marie, on aspire vraiment à une belle vie, on grossit là. Hein, parce qu'il y a la paix au cœur, on grossit. Et voilà qu'en 2007, mi-2007, je commence à me sentir mal. Donc je vais à l'hôpital. Au départ, on me disait non, c'est parce que tu faisais trop de missions, ton cerveau est surmené. Je dis, mais attends, surmené comment? Et puis voilà que je vais commencer la perte de poids, les yeux qui sortent. Et ça a été pénible. Ça a été pénible. C'est pourquoi je dis toujours à qui veut l'entendre que j'ai eu vraiment le meilleur des maris. Ah bon, hein? Oui, le meilleur des maris. Pourquoi? Parce que ça a été aussi une deuxième épreuve très difficile, pénible à vivre, vu que j'oubliais tout et que c'était des éclats de voix. J'étais la seule à crier. Hein. Lui, il ne criait pas parce que moi, je pense que c'est toujours bon de dire ce qu'on a vécu, être sincère. Et donc, comme j'oubliais tout, donc... même quand il me disait, mais c'est toi qui as mis le verre ici. Je dis, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis je me mets à crier. Vous étiez convaincue que c'était pas vous? J'étais convaincue, alors que c'était la maladie qui faisait cela. Et on va dire que c'est fin 2008 que la maladie a été découverte. Donc, durant une année, il a dû supporter cette situation. Et moi, me mirant, après l'extinction de la voix, je me marie, je suis heureuse, je me dis, bon, je suis vraiment bénie. Me voici toute maigre de 70 kilos, je me retrouve à 40. Donc, c'était difficile. Mais au cœur encore de cette épreuve, vu que j'avais déjà traversé l'autre qui m'avait emmené à garder cette intimité, cette expérience, on va dire, avec lui, j'ai pu tenir. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on puisse le saluer parce qu'il est avec nous dans ce studio. Monsieur Brou. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vous êtes un bon exemple. Si tous les maris pouvaient se comporter de la sorte, enfin, tous les conjoints, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. Et donc, on va vivre cette difficulté-là jusqu'en 2009 que je vais commencer avec les premiers traitements à me retrouver tout doucement. Mais finalement, vous souffriez de quoi exactement? D'hyperthyroïdie. J'étais en hyperthyroïdie et quand on a découvert, en principe, le taux, c'est pour une femme, c'est de 9 à 19. Mais moi, j'étais à 119 dans mon sang. Donc, le taux était à un niveau très élevé. Mais quand on a découvert, on a commencé le traitement, j'avais tout... J'avais plus encore la même forme et je savais que quand je me levais, voici notre épreuve, les regards étaient sur moi. Quels sont les éléments qui déclenchent l'hyperthyroïdie pour ceux qui découvrent? Il y a plusieurs, hein. C'est ce que les médecins disent, mais je ne peux pas, moi, je ne peux pas te dire comment ça, qu'est-ce qui a provoqué le mien, mais il y a plusieurs cas. Alors, nous allons prendre maintenant les réactions du public. C'est pourquoi j'appelle ici Paulus Agathon. Jingle. Vos réactions vous intéressent avec Paulus Agathon. Voilà, on applaudit très fort Paulus Agathon qui fait donc son entrée sur le plateau de C'est Midi. Ça va, Paulus? Oui, ça va très bien. Bonjour Caroline, bonjour Bienvenue. à vous, chers téléspectateurs. Belle chemise, hein. Merci, merci. Et tu as vu, j'ai mis le dernier bouton, hein? Ouais, vous avez respecté... Et tu sais pourquoi? Non. En fait, j'ai vu mon maître de CP2 hier et il m'a dit, va me regarder aujourd'hui. C'est bon, je vous le sache, quoi. Elle est bonne, celle-là. Alors, Paulus. Alors, sur la page Facebook, déjà, on a les salutations d'un ami de Dr Philo. Il s'appelle Diallo Abdoul. Il regarde l'émission de Divo. Il dit, il est ton bon petit. Voilà.
Un autre message, c'est celui de Dave Jam, voilà, c'est son nom. Il dit vraiment belle histoire. Cela explique le fait que parfois dans la vie, certaines choses nous arrivent pour nous permettre de mieux savoir où on va. Et une question de M. Firmin Naï. Il dit, après les tests à l'hôpital, les tests n'ont rien montré. Est-ce qu'à un moment, il vous est arrivé de penser que c'est un sort qu'une personne malsaine vous aurait jeté? On va dire que quand on est en Dieu, on ne peut pas directement penser à cela. Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis exprimée, j'ai dit que cette épreuve m'a permis moi-même de me remettre en question. Donc moi, je me base sur le fait que j'étais dans une épreuve que Dieu a permis pour corriger... Un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien, pour atteindre l'objectif que je vis aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il fallait, aujourd'hui, je vais dire... je ne dis pas que l'orgueil est totalement parti, mais je sais d'où je viens. Vous avez perdu 10 kilos d'orgueil au moins. Non, 10 kilos, je pense que j'en ai perdu... 30 au moins. 30 kilos d'orgueil. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Surtout que, vous voyez, avant, quand je chantais, je me retrouvais avec... il y avait un moment où on disait la messe des malades. Et quand je me retrouvais à cette messe, je parlais aux malades. Je leur disais non, ayez la force, croyez, mais je n'avais jamais fait l'expérience. C'est ça. Donc, tout ce que je disais... Je le disais comme ça, sans conviction. Mais quand moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation, j'ai compris ce que quelqu'un qui est malade peut vivre. Donc, quand je chante, je sais ce que je dis parce que j'ai vécu cela. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, un dernier message, oui, celui de Fierté Lucie, c'est comme ça il s'appelle, hein, voilà. Il dit, c'est midi, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon, c'est lui qui a voulu que tu passes par là. C'était l'unique porte de ta réussite, donc courage à toi et je vous remercie. Merci. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci, ne partez pas trop vite. Alors, vous allez donc inviter le public à continuer de réagir sur les réseaux sociaux. C'est quoi le principe ? Bah, le principe, il est simple. Vous ouvrez Facebook et vous tapez « C'est midi ». Vous allez trouver la page Facebook. Il suffit de commenter la publication avec l'intitulé « Vos réactions nous intéressent ». Et comme on est présent sur tous les réseaux sociaux, même sur Twitter, il suffit de mentionner le hashtag « C'est midi » dans vos publications, c'est-à-dire dièse « C'est midi ». Et puis moi, je récupère le tweet, je viens le lire. C'est facile. Tout simplement, facile, simple. Tranquille. Merci beaucoup, Paulus. Et à demain. Et voilà, alors très rapidement, je voudrais savoir, je veux dire, puisque la maladie a été découverte finalement et qu'elle était quand même grave, vous étiez aussi sous traitement, je veux dire, est-ce que le fait que vous soyez aujourd'hui une chanteuse, dont vous faites de la chanson votre métier, cela ne serait pas incompatible à votre état de santé? Non, pas pour moi. C'est vrai qu'il y a des moments où je me sens très épuisée, très fatiguée. Parce que je t'ai expliqué en coulisses un peu ce que je vis. Mais ce n'est même pas un obstacle pour moi, pour la chanson. Parce que je me dis, même quand tu as un handicap et que tu as un objectif, tu as une vision et que tu sais que tu dois l'atteindre, quels que soient les obstacles de la vie, tu atteins ta vision. Comme ça, quand un jour, tu n'es plus sur la terre, tu sais que tu as atteint ta vision et tout le monde sait que tu es passé par là, que tu as été présente sur la terre et que tu as été un objet comment on dit ça, d'encouragement pour les autres. Et donc, moi, ça ne m'arrête pas. Alors, quand on exerce un art ou, disons, un sacerdoce comme le vôtre, c'est-à-dire des sacerdoces qui exigent sur notre oralité, notre souffle, en général, on oublie la discipline sportive, l'exercice. Est-ce que vous avez une tradition de sport pour vous aider à être moins fatigué, à avoir un souffle? C'est une question. Non, je ris parce que... parce que ça nous arrive à tous. Hein. Oui, on oublie très souvent de pratiquer de l'exercice. Je ris parce que à chaque fois que je veux pratiquer l'exercice, je même dis à mon mari, il me faut un tapis, il me faut un tapis. Le tapis est venu, mais je n'ai pas le temps. Donc, j'ai compris. Je vous avoue que je ne fais pas d'exercice vocal. Je vous y encourage. Je vous y encourage. Si, je le fais par moment, mais là, je n'ai pas le temps de monter sur le tapis. Mais je le fais par moment, et puis je me repose beaucoup aussi. Merci infiniment, merci beaucoup Geneviève Bron. On a été très très édifiés, enseignés aussi par votre témoignage. Merci beaucoup, merci d'applaudir très fort. C'est donc la fin
de notre entretien. Chacun de nous pourrait donc en tirer les leçons. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter maintenant dans la chronique de Jean-Michel. Avec lui, on parlera cinéma, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission. C'est parti. C'est midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle fois, eh bien, il se passe beaucoup de sympathiques tournages dans le cinéma ivoirien. Voici une première preuve. Salut à vous, chers cinéphiles. On a appris que le réalisateur ivoirien Alain Guicou, après les séries Brouter.com, Denrées rares et Si Dieu n'existait pas, mijote actuellement une passionnante comédie musicale en 12 épisodes de 45 minutes. Alors, nous sommes allés en urgence sur l'un des sites de tournage, lui arracher quelques indiscrétions. On va aller sur une école culturelle qui est mal, qui se porte très mal, parce que la culture ici se porte mal. Et il y a un homme d'affaires qui veut racheter l'école pour en faire un supermarché. Donc les élèves, la directrice se bat pour que la culture triomphe. C'est juste le speech de cette comédie musicale. Pourquoi une telle orientation, Alain? D'abord, c'est aussi rendre hommage aussi aux artistes, sinon à la musique africaine. Et puis, c'est une thématique un peu spéciale, c'est-à-dire où tu joins l'art de façon contemporaine à de la musique. Et c'est un mélange qui donne quelque chose de spécial. Et pour épicer cette belle série télé originale, dénommée Mélodie, la victoire en chanson, Alain a fait appel à des étoiles de la scène africaine, dont Jacob Desvarieux, que nous avons rencontré sur les lieux. Jacob, quel va être votre rôle dans ce film? Alors, je suis le parrain d'un des acteurs. Et j'arrive un peu à l'improviste parce que son père, qui était mon ami, a été tué. Et donc, je débarque un peu comme ça pour essayer de lui remonter le moral. Et puis, il se trouve que sa sœur doit se marier. Donc, je vais un peu remplacer le père au moment du mariage. Voilà. Ouais, super. Et c'est un rôle qui vous éclate? Vous prenez du plaisir? Oui, bon. Pas de difficultés particulières? Non, c'est-à-dire que quand c'est des petits rôles comme ça, des apparitions, oui, ça va. Bon. C'est beaucoup plus aisé. C'est quoi le dernier film qui vous a ému? C'était le film de Spielberg avec les hommes bleus. Là. Ah oui, Avatar. Avatar, un film planant et surprenant, comme le casting d'Alain Guicou et les jeux d'acteurs glorieux à l'affiche, tels que Kajanine, Dobé Niaoré, Pat Sako, Serge Beno, le professeur Mewé. Votre père a cru en vous et vous demande de continuer son œuvre. Vos étudiants ont besoin de vous. Nous, les artistes aussi, nous avons besoin de vous. La culture africaine a besoin de vous. Je suis désolée. Et le très acoustique, Lokwa Kanza. Personne ne peut comprendre l'amour. Personne. C'est comme ça. On lui intime pas d'ordre. On lui obéit tout simplement. Et quand il n'est pas réciproque, on s'enivre dans l'alcool. Dis, tonton, t'as un peu de fort? Oui. Attends, j'arrive. Mais non, tonton, je parlais d'alcool et non d'une guitare. Crois-moi, c'est encore mieux que l'alcool pour t'aider à surmonter ton chagrin. Rendez-vous en 2019 pour voir à l'écran la série ivoirienne Mélodie, la victoire en chanson, qui honore et insuffle de jolies nouvelles notes à la culture africaine. Que du bonheur. Toutefois le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Toutefois le bonheur. Très rapidement pour terminer, des rendez-vous à ne pas manquer. Le marathon Harry Potter organisé par le cinéma Majestic pour vous faire revivre toute la saga Harry Potter. C'est du 1er au 8e tome dans une ambiance comme à Poudlard, uniquement Majestic Ivoire du 31 octobre au 1er novembre. C'est une façon très locale de fêter Halloween. Et puis la grande première du film Aventura, une fiction d'1h15 réalisée par l'Ivoirien Boakre Boli pour sensibiliser contre l'immigration clandestine. C'est le 27 octobre 2018 à 18h au Palais de la Culture. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Pour Merci beaucoup Jean-Michel, c'est donc terminé pour ces médias ciné. Et voilà, nous allons partir pour une autre chronique, cette fois-ci avec Alissa qu'on va retrouver en caserne.
C'est People avec Zena Alissar Khalil. La générale. Toujours, je suis là pour donner les vraies informations. Quel que je t'ai dit, pas des galons. Ah ouais, c'est les galons. Ah d'accord. On commence cette semaine avec Awa Sanogo, mannequin ivoirien. Sanoko, pardon. Et la Miss CI 2018 Sui Fatem. Affaire, j'avais sur Internet cette semaine-là, week-end là. Mais je dis à mes éléments, tant que Général n'a pas encore donné le mot d'ordre, ne partez pas sur le terrain. Awa Sanogo dit, Miss Côte d'Ivoire de cette année-là, elle n'est pas stylée. Elle dit, elle ne sait pas s'habiller, elle ne sait pas se tenir, elle n'est pas classe, que c'est son avis. Je l'ai appelée ce matin, je lui ai dit, notre Miss t'a fait quoi? La jolie figure là, t'as fait quoi? Elle dit que elle, c'est son avis, elle a donné. C'est pas sa première fois de donner son avis, elle donne tout le temps son avis. Et aujourd'hui, les médias ont polémiqué, c'est parti dans tous les sens, ici, là-bas, ici. C'est qu'elle Miss il n'a pas répondu. Awa Sanoko après a dit qu'elle arrêtait le buzz. Je lance encore l'appel à mes éléments qui sont sur le terrain. Je suis allée prendre l'information pour vous, donc rentrez. Ou en caserne. Rentrez en caserne. Rentrez. Ah, qui est bien comme ça là? Rentrez. Rentrez. C'est clos, rentrez. Rentrez. Merci beaucoup la régie, adorable. Hein, c'est des éléments malgré la sirène, ils ne rentrent pas. Ça, c'est les éléments contrôlés. Non, non, ils connaissent. Ils disent rentrer. Il faut rentrer, t'inquiète pas. La mode en ce moment, de nos jours, là, si tu n'as pas l'argent, tu es dans le problème. La mode, les Diabassora, les sœurs Kardashian du Mali, c'est d'avoir les sacs à main de marque. Donc, je viens vous montrer, ça veut dire que si tu es sapé, tu attrapes un sac à main. Bon, ça, c'est mon sac à main, on fait selon les moyens. C'est ce que j'ai pu m'offrir. Donc, tu as ton sac à main, tu casses ça comme ça. C'est toi-même, là. Faut pas te regarder. Genre, tu es comme, regarde, il sac à main. Genre, je suis riche. Regardez. C'est la mode en ce moment. Donc, comme vous l'avez vu, moi, je n'ai pas d'argent. C'est que si on fait selon ses moyens, jusqu'à présent, on ne connaît pas les sources de revenus des sœurs Diabassora. Mais là encore, je ne dis rien. Chacun est sûr, chacun a son argent, même si ça quitte en l'air, ça quitte en ciel, chacun a son argent. C'est pas dans ma bouche, je vois piment. Ah, Iko Ngoma et sa femme, c'est un acteur nigérien. On me dit l'amour est fini. Tu sais un peu souffler. Vous savez qu'on fait les affaires. C'est le vrai comportement des affaires. J'ai dit. Ils étaient mariés. Ils ont fait un petit gazou, le joli comme tout. 2 jours là, l'amour est devenu citron. Elle est partie aux vacances. Même je la follow sur Instagram. Oui, c'est mon travail. Lui aussi, je le follow. Donc, je vois qu'elle est partie aux vacances. Lui aussi, il allait de son côté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour est devenu citron? On ne sait pas. Je ne voulais pas commencer à parler s'il n'y a pas de preuve. 2 jours, elle a fait photo de sa mère. Elle dit, il n'y a plus de bague. Donc, on va partir aux États-Unis pour retrouver... Alors, qu'est-ce que les éléments retiennent? Ils vont en caserne pour avoir la suite des infos ou ils font leur conclusion? Non. La semaine prochaine, je vais vous donner la confirmation. Je vais l'appeler parce qu'il est passé sur le plateau ici. J'ai des relations, hein? J'ai des relations. On n'en doute pas, hein? Je vais l'appeler et puis l'information qu'il va me donner après, je vais essayer de le joindre, ça ne passait pas. C'est vrai, j'ai essayé de l'appeler, ça ne passait pas, c'est vrai. Non, la semaine prochaine, là, je vais insister dès mardi, jusqu'à la semaine prochaine. On va partir aux États-Unis rapidement, je vais terminer avec Puff Daddy et Cassie. Après 11 ans de relation, l'amour est fini. Jésus. Les gens qui sont riches ont leur gourmet, tu es à la maison, tu n'as rien, toi aussi tu as gourmet. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'as pas ce droit-là, Jésus, tu n'as pas ce droit. Hein? Tu n'as pas d'argent, tu as chagrin. Tu vas aller sur Internet pour te divertir, tu as pris le crédit sur Move. Tu ne peux pas aller sur Internet. Aller à l'église pour prier un peu comme la tata l'a dit, Makoso dans tes oreilles. Aïe, aïe. Le pays l'a fait peur. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup, la générale Alissar Zena. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Oui, le sage. Il y a de grands artistes ici, de grands comédiens. Tout à fait, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous voulons saluer le club de philosophie du collège privé Philippe Gemarck et de l'Institut supérieur de commerce et de finance. Merci de votre présence sur le plateau. Le responsable, c'est M. Patrick Lognon. Merci.
Et nous saluons également le fan club C'est Midi. Merci à Monsieur Brou et à la dame qui a accompagné Geneviève Brou, à tous nos invités, à tous nos téléspectateurs, à toutes les personnes qui ont travaillé pour réaliser cette émission et retrouver ce programme en replay sur notre site rti.ci et sur l'application RTI Mobile. J'ai pris un immense plaisir à vous présenter ce numéro. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est Midi. Bye bye.